Chers téléspectateurs de la Moto TV, bonsoir et bienvenue dans cette rétrospective de la semaine qui commence par cet élément des Goma. Les activités socio-économiques étaient restées paralysées toute la journée de lundi 6 février 2023 à Ville de Goma. Cela fait suite à l'appel des jeunes des mouvements citoyens et groupes de pression à manifester contre la naïveté de la force régionale de l'EAC en République démocratique du Congo. Suivons. Difficile circulation à travers les routes de Goma ce lundi 6 février 2023. Des grosses pierres ont été utilisées par les jeunes pour barricader tout passage, réclamant que les forces de l'EAC s'activent sur les fronts pour anéantir les terroristes du M23 et leur allié principal connu, le Rwanda. Les enfants âgés de moins de 15 ans ont eu l'occasion de sillonner les rues scandant des chants hostiles au pouvoir de Kigali. Certains manifestants ont circulé avec le cercueil dans les rues en criant « Rip Kagame ». Les autorités militaires de l'état de siège ont effectué des descentes sur le terrain pour ouvrir le passage sur les boulevards principaux. Le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima Kongba, a pris du temps pour écouter les revendications dans les foules accompagnées du commandant de la police ville de Goma. Le lieutenant-général Constant Ndima a rassuré que ceux qui ont barré les routes que l'armée reste déterminée à se battre face à l'ennemi, d'où le besoin de voir la circulation fluide. Certains dérapages ont été signalés, dont une église vandalisée au quartier Himbi, un restaurant a été pillé. L'organisateur de cette manifestation n'est pas connu, mais serait des mouvements citoyens. Toute activité scolaire n'a pas eu lieu. On n'a pas vu le déploiement de la police pour maîtriser les manifestations. Et au lendemain, l'armée congolaise a rassuré qu'elle fait de son mieux pour repousser les rebelles loin du territoire congolais. C'est ainsi qu'elle rappelle la population au calme. L'armée a présenté le bilan de la patrouille diurne menée par l'armée en ville de Goma. Reportage réalisé par la presse du gouvernorat. Les militaires FARDC de la brigade interarmes, dirigée par le colonel Mike Mikombe, c'est mardi 7 février 2023, sur les différentes artères de la ville de Goma. Une façon de rassurer la population du chef-lieu du Nord Kivu dans cette période critique, déclare le lieutenant-colonel Djike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en province. Je veux te dire que la population n'a pas du tout eu peur, mais plutôt la population a été rassurée. Et c'était l'objectif de cette marche de dissuasion des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était bien évidemment question de rassurer la population de Goma qu'elle est là, son armée, et elle est prête à parer à toute éventualité et que la population n'avait pas vraiment à s'inquiéter. Le lieutenant-colonel Djike Kaiko appelle la population à soutenir son armée et à ne pas se fier aux folles rumeurs de l'ennemi qui veut faire croire que Goma est sans militaires. Il s'agit là une fois de plus des manœuvres ennemies, n'est-ce pas, pour s'aimer une certaine psychose dans notre population. La preuve en est qu'on est là. Et aujourd'hui, tôt ce matin, pour balayer toutes ces rumeurs, vous avez vu votre armée, n'est-ce pas? C'est pour rassurer la population. La population doit savoir que nous devons ensemble mener cette guerre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Il n'est pas question d'avoir peur, mais plutôt d'avoir confiance en son armée, mais aussi de se serrer les coudes. Je suis sûr qu'ensemble, avec notre population, nous allons ramener l'ennemi d'où il est venu. Cette marche de dissuasion des FARDC est saluée par la population de Goma, qui croit à la victoire finale des forces loyalistes dans cette guerre d'agression rwandaise. Nous nous rendons à Beni où les activités de vaccination contre la rougeole ont été finalement lancées lundi 6 février dans la zone de santé d'Oicha en territoire de Beni. Plus de 1000 cas de cette épidémie y ont été notifiés, parmi lesquels une dizaine de décès. Cependant, contrairement à Oicha, les villages du groupement Banan de Kainama sont en difficulté d'organiser les activités de vaccination suite à la recrudescence de l'insécurité et des difficultés logistiques. Delphine Mopanda pour le reportage depuis Beni. Le lundi dès les premières heures, les parents qui sont pour la plupart des déplacés de guerre
se sont mobilisés pour conduire leurs enfants dans des différents sites de vaccination. Parmi eux, Madame Yambuka, qui vit dans un site déplacé à Oicha, accompagne ses deux enfants, des survivants de l'épidémie, grâce aux soins reçus à l'hôpital général d'Oicha. Les enfants deviennent de plus en plus malades et d'autres même décèdent. Les miens étaient aussi hospitalisés, mais Dieu même, car ils ont survécu parce que je suis allée vite à l'hôpital. Et comme ils n'avaient jamais reçu le vaccin, c'est pour ça que je les ai amenés tous ici pour prévenir l'épidémie. Au moins 42 000 enfants sont attendus pour la vaccination contre la rougeole dans la zone de santé d'Oicha, qui a notifié plus de 1000 cas, dont 12 décès, généralement ici des familles de déplacés de guerre. Ces enfants constituent la priorité dans les programmes de vaccination, indique l'infirmier Koulekiusa, superviseur chargé des actions préventives contre les épidémies dans cette zone de santé. La zone de santé vient de comptabiliser plus de 1048 cas de rougeole. Quand nous avons parlé de 12 cas de décès, en 80% ce sont des enfants des déplacés qui vivent dans des sites et qui ont des problèmes de malnutrition et maintenant greffés. Maintenant c'est la maladie et c'est comme ça qu'ils sont en train de décéder. Pour dire que priorité d'abord c'est vacciner tous ces enfants qui sont dans les sites, mais hors site, mais qui sont aussi dans cette tranche d'âge entre 6 mois et 59 ans. Puisque la population attendue pour ces heures-là, nous allons vacciner dans les 15 heures de santé que nous allons vacciner, la population cible ou bien attendue voisine 42 650. Et vous voyez avec les 30 000 doses, avec 42, il y a un gap. Malgré cette réponse contre l'épidémie, l'aire de santé de Kainama risque d'être exclue de la vaccination, faute non seulement de l'insécurité, mais aussi des transports et des conditions de conservation des vaccins, explique-t-il. Pour maintenant l'aire de santé de Kainama, et vous voyez, ces vaccins que nous avons est très sensible. On ne peut pas les garder là où il n'y a pas un frigo, là où il n'y a pas un congélateur. Les congélateurs, c'est pour congeler les accumulateurs qui vont nous aider pendant la séance en train de garder vraiment les vaccins. Et maintenant, à part maintenant ces deux-là, il y a ce problème maintenant de transport. Quitter le bureau central pour aller atteindre Kainama. L'insécurité sur la route. La MONUSCO qui est à Kainama, s'il peut nous rendre disponible un réfrigérateur, un congélateur, ou soit s'ils ont un congélateur et un frigo qui peut nous servir à conserver ces vaccins pendant les 5 jours, là on est prêt pour envoyer les vaccins là-bas. Cela fait 4 mois depuis que la zone de santé d'Oicha, en territoire de Béni, a déclaré la rougeole. Plus de 1000 cas ont déjà été enregistrés, dont 12 décès. Cette zone est aussi en proie à l'activisme des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF, qui tuent, pillent et attaquent des infrastructures, dont les centres de santé. Actuellement, seuls 16 des 26 aires de santé fonctionnent encore. Et la nomination des maires et bourgmestres par le chef de l'État en remplacement des autorités militaires dans la région sous état de siège est restée sans suite. Depuis leur nomination en novembre dernier, l'opinion ne sait pas grand-chose de leur installation. Notre TV s'est intéressé sur cette question. Pour le maître Sekera Kivasuvamo, le chef de l'État doit rendre effective la mesure que lui-même avait préconisée. Suivez-le dans ses propos recueillis par Gérard Mourefou. Ça sonne mal en fait, que des autorités soient nommées depuis 3 mois, même plus, et que ces autorités ne puissent pas entrer en fonction. Je crois que quand même, vous savez, la gestion de l'État, c'est la gestion des choses sérieuses. En nommant ces autorités, nous supposons que le président de la République envisageait déjà mettre fin à l'état de siège. Et qu'on fasse encore autant de temps sans que ces autorités n'entrent en fonction, ça donne l'impression qu'il n'y aurait pas assez de sérieux dans les choses. Et moi, je crois que ce qu'il faut demander au président de la République, c'est de mettre fin à l'état de siège et de laisser ces autorités prendre leurs fonctions, surtout que ces autorités auront très peu de temps.
Parce que comme vous le savez, les élections locales vont se tenir déjà durant cette année ici. Il y aura les conseillers communaux qui vont être votés. Après cela, les bourgmestres vont être votés par les conseillers communaux. Puis les conseillers urbains, et les conseillers urbains vont voter le maire de ville. Donc les autorités là n'ont pas assez de temps. Il faut quand même leur donner un temps qui permet à ce qu'elles puissent aussi faire ce qu'elles peuvent faire. Parce que mine de rien, c'est aussi des expériences qu'on essaie aussi de les tester pour voir ce dont elles sont capables. Et donc pour moi, il faut mettre fin à l'état. Surtout mettre fin à l'état de siège, nous ne perdons rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est une évidence que l'état de siège, ça a été une mesure inadaptée, une solution inadaptée à la question sécuritaire. D'autant plus que les sécurités s'est même accentuées. Et donc, il faut mettre fin à l'état de siège parce qu'avec la guerre qu'il y a, lorsqu'il y a ces autorités civiles, il faut laisser les militaires être focalisés uniquement sur la guerre. Et donc, je crois que mettre fin à l'état de siège, c'est une nécessité. Laisser aussi ces autorités travailler, c'est aussi une autre impérative qu'il faut respecter. Un calme apparent s'observe dans certaines cellules des quartiers situés dans la partie nord de Butembo. Pendant presque 5 mois, Sekwe a été la cible des militaires en patrouille pour dénicher des milices. Suite à cette situation, nombreuses familles avaient fui leur ménage pour s'abstenir des tracasseries des militaires incontrôlés. Les quelques habitants contactés mercredi 8 février explique que cette accalmie est consolidée par la tenue d'un dialogue dimanche 5 février 2023 entre les autorités militaires et la population de la partie nord de Butembo. Reportage Samuel Wainda et Gérard Mourefou. Les habitants des quartiers Congo Yassika, Kame Simbonzo et Mukalangirwa, qui avaient fui les atrocités orchestrées par des militaires de FARDC, regagnent timidement leur ménage. Il s'agit de cellules Furu, Kiriba, Kangote et Mihake, qui étaient presque vidés de leur population. Dans une ronde effectuée ce mercredi par Mototivida à ce lieu, certaines victimes commencent à retourner chez eux. Les quelques habitants rencontrés expliquent que cette accalmie se renforce de plus en plus après la tenue du dialogue entre les forces armées de la République et la population dimanche 5 février 2023. Actuellement, nous sommes à l'aise car les soldats commencent à quitter les maisons des habitants et les personnes qui avaient fui commencent à regagner leur ménage. Le message prononcé le jour du meeting nous a apaisés vraiment. Presque 2 semaines, nous ne sommes plus menacés. D'ailleurs, il n'y a plus de crépitement de balles. Ce qui prouve que la calmie s'observe vraiment. Je suis content de voir les gens regagner leur maison. J'appelle tout le monde qui hésite à venir. Actuellement, nous ne voyons plus de soldats circuler dans nos cellules. Au cours du dialogue, le commandant des FARDC avait exhorté aux militaires et à la population à renouer leur collaboration pour rendre effectif le mariage civilo-militaire. Pendant presque 5 mois, des militaires et FARDC ont organisé des patrouilles dans la partie nord de la ville de Butembo pour démanteler des milices cachées parmi la population. Le débordement des patrouilles des militaires dans des ménages et l'érection de plusieurs camps militaires dans ces coins avaient occasionné le déplacement de nombreuses familles vers des endroits sécurisés. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre rétrospective de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Moto TV au cœur de l'actualité.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Pourquoi Padré avec cette question de Chloé aujourd'hui. Pourquoi Dieu nous fait-il devenir âgés avec une perte progressive de toutes nos facultés et aussi des liens sociaux, ce qui engendre des délaissements, parfois une perte de dignité et du travail et des souffrances supplémentaires pour les proches? Vous le savez bien, Chloé, tout le monde pense que Jésus est mort jeune. On pense vers la trentaine, en pleine force de l'âge. Et donc, il n'a pas connu cette expérience singulière, humiliante parfois du grand âge, celle où on doit expérimenter la fragilité, la dépendance et l'abandon. Et comme vous, je pense à tous nos aînés qui ont tant de mal à marcher, à lire, à se tenir debout et droit longtemps, à manger, à digérer même convenablement, ou même à dormir sans insomnie. Bref, tous ces petits tracas de la vie que n'importe quel résident d'EHPAD, ou même d'ailleurs toute personne âgée connaît bien. Et encore Chloé, s'il n'y avait que ça, parce qu'il y a aussi, et toutes les personnes âgées que je visite comme prêtre m'en parlent, cette expérience crucifiante, humiliante de se demander à quoi on sert désormais, d'avoir un immense sentiment d'une profonde inutilité, vous savez, ou d'être un poids et un souci pour les autres. Et ça, c'est une immense épreuve, une épreuve dont le secret est de s'étaler dans le temps. Et ça suppose beaucoup de patience, beaucoup d'humilité, beaucoup de lâcher prise. Et le lâcher prise, on n'aime pas trop ça. Mais on n'est pas complètement démunis face à toutes ces questions. Et je pense d'abord à un exemple récent que vous avez connu, Chloé, puisque vous avez 50 ans. C'est celui du pape Jean-Paul II. Vous vous souvenez, à partir des années 95-2000, il a vieilli quasiment en direct devant toutes les caméras du monde. Et il nous a donné un témoignage mais incroyable de force intérieure, d'espérance, de confiance en Dieu. Il souffrait, vous le savez certainement, de la maladie de Parkinson, qui est vraiment une longue descente dans la dépendance. Et il a écrit une magnifique lettre aux personnes âgées à laquelle je vous renvoie. C'est un texte très beau, très inspirant, qui fait encore beaucoup de bien aux personnes âgées. Bon, il y a quand même une chose qui me chiffonne un peu dans votre question, Chloé, c'est quand vous parlez de perte de dignité. Je ne suis pas vraiment d'accord avec vous parce que toute vie est digne, toute vie est belle, même si elle est fragilisée, surtout si elle est fragilisée. Ou alors on dit, et certains le pensent d'ailleurs, qu'il y a des sous-humains, des gens qui ne méritent pas de vivre. Et ça, c'est horrible. Moi, je pense même que la fragilité, la dépendance ouvrent des espaces d'humanité dans ce monde, des espaces où nous pouvons donner le témoignage de l'amour, de la solidarité et de la générosité. Alors, quoi qu'il arrive, même bloqué au lit ou dans un fauteuil, je peux faire 3 choses que personne ne pourra faire à ma place: offrir, prier, sourire. Cette recette, je vous l'offre, Chloé, à vous puis à tous ceux qui nous regardent. Merci pour cette belle question. N'hésitez pas à nous en poser d'autres en envoyant un mail à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com ou alors sur les réseaux sociaux. Et puis, retrouvez cette vidéo et plein d'autres sur le site de ktotv.com. À bientôt. Suivez Moutou TV, le tam-tam de la communauté. La beauté du monde est faite pour le bonheur de l'homme, son bien-être. Vivre heureux, c'est le cadeau que le Créateur a offert à l'humanité. Ainsi, toutes nos entreprises s'orientent vers